Oh, le pont d'arbres. Salut les jeunes, le club Mémoire, Mémoria et Opale pour un super reportage. Nous allons vous faire découvrir le PAL comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons vous parler de la gestion de l'eau dans un parc animalier et d'attractions. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Bonjour Alizé, je suis le responsable développement durable et pédagogique du PAL. On est très attentif au PAL, très soucieux à avoir le moindre impact négatif sur tout ce qui est notre environnement. Est-ce qu'un parc animalier et d'attractions, quand on manque d'eau, est utile? C'est une question à laquelle il faut beaucoup réfléchir. Une chose est sûre, c'est que tu as 100% raison. L'eau est déjà un vrai problème parce que c'est une ressource dont tout le monde a besoin. On en a besoin pour boire, on en a besoin pour se laver, on en a besoin pour plein de choses. Et donc du coup, l'idée principale, c'est surtout de l'économiser. D'accord ? Et nous, au PAL, on n'a pas attendu qu'il y ait des canicules, on n'a pas attendu qu'il y ait des problèmes avec l'eau pour réfléchir à sa consommation. Aujourd'hui, le sujet de l'eau est un sujet environnemental. C'est même pas un sujet économique parce que l'eau, malheureusement, ça ne coûte rien. C'est bien dommage d'ailleurs. Ça serait bien que l'eau, ça coûte cher, comme ça au moins les gens seraient un petit peu plus attentifs. Nous, on ne se pose pas ce genre de questions, on se pose une question de savoir si on en a besoin. Un de nos premiers principes, c'est d'économiser. On essaie de l'économiser au maximum. Alors, est-ce que c'est utile de s'amuser avec une attraction d'eau? Ben oui, je pense que ça fait partie. On est dans une société aujourd'hui où on est toujours derrière nos écrans, où on ne se tourne pas vraiment vers les autres, où on s'amuse de moins en moins. Je pense que le PAL a aussi une utilité sociale, on va dire. Il y a beaucoup de gens dans la région qui ne peuvent pas s'offrir des vacances et qui viennent s'offrir une journée au PAL pour les enfants. Donc je pense que ça a une utilité. Et à côté de ça, il faut être extrêmement attentif. Pas plus tard que l'année dernière, nous avons commencé de construire un plan de sobriété hydrique. Alors la sobriété hydrique, être sobre, c'est peu consommer que utilement, et hydrique pour l'eau. D'accord ? Donc en fait, on va faire un plan d'économie d'eau et on va le présenter à l'État, au gouvernement, aux responsabilités politiques locales pour leur montrer qu'on fait très attention à notre consommation d'eau. La dernière attraction, le Fjord Explorer, c'est en fait l'eau que l'on va ajouter dans les bassins. C'est de l'eau que l'on récolte avec nos panneaux photovoltaïques. Donc en fait, c'est de l'eau qui est collectée quand il en tombe en grande quantité. Et quand il ne pleut plus, on se sert de cette eau-là. Il faut être très attentif, aussi bien au PAL que à la maison. Laver sa voiture, c'est pas une utilité quotidienne, mais de temps en temps, il faut la laver pour qu'elle fonctionne correctement. Donc c'est un petit peu le même principe. Il faut être attentif, surtout à bien économiser. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau dans un parc comme le PAL, qui est une gestion très particulière avec plusieurs axes, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord la gestion de l'eau pour les attractions. Donc ça, c'est le Fjord Explorer. C'est une grande attraction qui est arrêtée aujourd'hui, évidemment, mais qui fonctionne avec de l'eau, où les gens peuvent s'arroser. Donc il y a cette gestion de l'eau particulière parce que c'est de l'eau qui est filtrée, qui est en qualité eau de baignade. Et puis il y a la gestion des eaux usées. Il y a beaucoup de gens qui participent, qui viennent au PAL, qui dorment au PAL dans les hôtels. Et donc du coup il y a des eaux usées. Le troisième point très important, c'est l'eau pour les animaux. En fait on accueille près de 1000 animaux au PAL. Et c'est pareil, il y a des bassins d'ornement, c'est-à-dire de décoration, qui nous permettent à la fois d'abreuver les animaux, mais à la fois de présenter de belles installations au public. Et donc forcément, ces installations, il faut qu'elles soient filtrées. Est-ce que vous
pouvez nous présenter le PAL? C'est un parc d'attractions et un parc animalier, d'accord? Donc en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 1973. À l'origine, c'était un parc animalier uniquement. Et puis, dès le milieu des années 80, bien, en fait, le PAL a voulu se déployer, se développer en installant des attractions. Attractions qui sont renouvelées assez régulièrement. Aujourd'hui, le PAL, c'est un parc avec près de 1000 animaux et une trentaine d'attractions. La dernière attraction que nous avons construite, c'est celle-ci, qui s'appelle le Fjord Explorer. Alors le Fjord Explorer, c'est quoi? En fait, c'est un roller coaster qui commence un peu comme un bateau, avec un bateau qui flotte sur l'eau dans un canal. Ensuite, ce bateau, il est pris par un lift, ça s'appelle. C'est-à-dire, en fait, c'est une grande chaîne qui va monter le bateau tout en haut. Et arrivé là-haut, en fait, il va être lâché sur les rails. Et il va arriver ici. Et si on était en plein mois d'août ici, eh bien, en fait, on se fait arroser. Parce que là, d'habitude, le niveau de l'eau est au niveau des rails. Et donc, ensuite, ça projette de l'eau partout. Donc ça fait partie des très grosses attractions du PAL. Il faut savoir qu'il y en a une trentaine. On a également un parc animalier. Ça, je te propose qu'on aille le visiter un petit peu plus tard. Parc animalier dans lequel on accueille des girafes, des éléphants, des lions, des tigres, des rhinocéros, des hippopotames, enfin plein d'animaux. Voilà. Et une des particularités du parc également, c'est que en 2013, nous avons construit un premier complexe hôtelier qui s'appelait les lodges, avec des lodges qui sont organisées autour d'une plaine africaine. Et en 2021, nous avons construit un deuxième complexe hôtelier qui est le Savannah Reserve, qui est un hôtel, un immense hôtel qui peut accueillir 300 personnes. Il y a 60 suites. Vous avez besoin d'eau pour l'entretien des attractions? Alors oui, évidemment qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, ces bassins ici, là, en plein été, donc ils sont remplis d'eau, comme je te le disais. C'est-à-dire qu'on a de l'eau à peu près au niveau du canal, là, tu vois, au niveau de la surface du canal. D'accord? Et quand les bateaux arrivent par le rail bleu là-bas, en fait, ça projette de l'eau partout. Forcément, comme ça projette de l'eau partout, ça fait un peu d'évaporation, plus l'eau qui est projetée sur les gens. Donc ça veut dire qu'on est obligé de réassorer, c'est-à-dire de re-remplir de temps en temps ce bassin. On va aller voir dans les coulisses, c'est-à-dire juste derrière là-bas les rails, et je vais t'expliquer comment on stocke l'eau. Comme on a besoin d'eau en permanence, et bien en fait ici, on a créé une immense cuve qui fait plus de 400 mètres cubes, tu vois, entre ces 6 poteaux. Et alors, ce qui est assez rigolo, pour la petite anecdote, c'est qu'on n'avait pas prévu de la faire ici, cette cuve. Et puis en fait, quand on a fait le schéma de soutènement, c'est-à-dire les soutiens des poteaux, en fait, il a fallu faire un cube en béton. Et en fait, ce cube, on s'est dit, en fait, il y a un cube en béton, il n'y a rien dedans. Donc en fait, on a mis du béton au fond, à 4 mètres de profondeur. Et on l'a fait, sans le faire exprès, on a fait une cuve. Et donc en fait, l'eau, elle arrive de tout en haut là-bas, de l'autre côté des parkings. Et en fait, elle arrive ici, et elle est stockée ici dans cette cuve. Quand on a besoin de l'eau, on pompe l'eau dans cette cuve pour l'amener au niveau du bassin du Fjord Explorer. Et quand on n'en a pas besoin, en fait, il y a un débord, en fait, si tu veux, l'eau, elle continue sa route, elle fait sa route, et puis elle descend dans l'étang qui est là-bas en contrebas. Et cette cuve, elle est alimentée, on ira regarder tout à l'heure, cette cuve, elle est alimentée par l'eau de ruissellement que l'on récupère sur les panneaux photovoltaïques. À l'entrée du parc, il y a à peu près 5 hectares de panneaux photovoltaïques qui sont mis pour faire de l'ombre pour les voitures. Forcément, comme ce sont des toits, on peut récupérer de l'eau. Bien, tout à l'heure, j'irai te montrer comment on récupère cette eau. Et donc, en fait, cette eau, elle est récupérée par des descentes de chenaux et ensuite, elle est collectée dans un immense bassin qui ensuite, par un système de tuyaux et de pompes, vient alimenter cette deuxième cuve. Je te propose qu'on aille visiter un petit peu plus loin. Ok. Allez. Moi, du coup, je trouve cet endroit joli, très joli. Et donc, du coup, je pensais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet endroit-là? C'est une aire de jeu, figure-toi.
C'est une aire de jeu qui a été construite avec deux zones. Donc une zone qui est une zone que l'on dit sèche, c'est une aire de jeu avec des grosses constructions comme ce lion là tu vois en bois et des toboggans, viens avec moi. Et puis après il y a une deuxième partie là-bas qui est une partie, alors là il y a une aire de pique-nique et puis là-bas il y a plein d'agrès, des jeux pour les enfants. En plus on a mis au milieu tu vois une aire de jeu aquatique. Viens avec moi, je vais te la montrer. Aquatique, mais il n'y a pas d'eau ici. Alors en fait il n'y a pas d'eau parce que là elle est à l'arrêt, d'accord. Et en fait c'est un système qui nous permet d'arroser les enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait derrière là-bas il y a un bassin dans lequel est l'eau. Et ensuite, lorsque ce système est allumé, eh bien, en fait, quand les gens arrivent ici, ils appuient sur un bouton et ça déclenche tous les petits jeux qui sont là. Tu vois. Donc là, tu as des feuilles qui arrosent. Là, tu as le petit escargot qui projette de l'eau. Ici, tu as des fontaines. Tu vois, ici, on en voit. Donc là, c'est des fontaines comme ça. Quand il fait très chaud, ça fait plaisir. Et puis, il y a un des jeux qui est préféré des enfants. Viens voir, je vais te montrer. C'est les seaux d'eau là. Donc le seau il se remplit et d'un seul coup, de manière aléatoire, plouf, ça tombe sur les enfants. Alors, nous, notre objectif, c'était de faire quelque chose de magnifique. Évidemment, il a fallu faire du béton pour pas que l'eau disparaisse sous la terre. Mais beaucoup de végétaux, il y a plein de plantes, des graminées, tout ça de choses. Et en fait, tout ça, eh bien, en fait, ça profite de la brumisation de l'eau également. Donc c'est une double fonctionnalité si tu préfères. Et donc en fait ici il y a plein d'herbes et ensuite eh bien l'eau en fait elle va aller disparaître là-bas sous ce petit pont que tu aperçois là-bas, tu vois il y a la girafe et tout ça. L'eau elle va disparaître sous le petit pont et elle va rentrer dans un système de filtration. Dis Guillaume, pourquoi vous avez des brumisateurs? Alors on a des brumisateurs pour d'une part protéger certains végétaux, mais surtout pour que les visiteurs du PAL en plein été puissent se rafraîchir. Un brumisateur, en fait, si tu veux, c'est une petite, comme une petite douche, si tu préfères, sauf qu'au lieu d'asperger de l'eau en grosse quantité, eh bien en fait, ça fait, ça brumise en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça asperge un petit jet d'eau, un peu comme des fines gouttelettes, et comme ça, les gens ils peuvent se rafraîchir. Je t'en montrerai un petit peu plus loin. Et puis, on a aussi les brumisateurs qui permettent d'asperger les végétaux d'eau pour les maintenir humides lorsqu'il fait très très chaud. Je te propose de rencontrer Sébastien Palanca. Sébastien Palanca, c'est le responsable des espaces verts. C'est lui qui a construit cet espace et c'est lui qui a mis en place le système de filtration. C'est OK? Oui. Allez, viens. Je suis Sébastien Palanca et je suis le responsable des espaces verts du parc PAL. Donc je m'occupe de toute la floraison, de l'entretien des arbres, de l'entretien des bassins dans le parc, donc de l'entretien, puis aussi on fait pas mal de créations quand il y a des nouveautés ici dans le parc. Oui, ici on a montré un petit peu comment fonctionne le bassin de filtration en fait. Hein. Pourquoi un bassin de filtration c'est important? Le choix qu'on aurait pu faire au PAL, on aurait pu choisir de faire un bassin avec de l'eau et du chlore. Comme dans une piscine en fait. D'accord? Et puis comme ça on aurait été tranquille, le chlore aurait pu filtrer l'eau, nettoyer l'eau, purifier l'eau. Sauf que nous on n'a pas voulu faire comme ça parce qu'en fait c'est chimique et c'est pas très très bon pour la planète. En réalité on a fait un bassin de filtration naturel. D'accord? Un petit peu comme ça se passe au bord d'une rivière ou comme le font les rivières, les ruisseaux dans les montagnes. C'est-à-dire que l'eau, en fait, elle est filtrée par les plantes. D'accord? C'est-à-dire que globalement, vous avez de l'eau qui est filtrée par les algues, par les roseaux, vous avez de l'eau qui est filtrée par des minerais, je vais y arriver, qui est filtrée par des minerais, c'est-à-dire en fait vous apercevez des roseaux. Bien, l'eau elle dégouline sur les roseaux et puis en fait à travers les racines et puis de la pouzzolane. Est-ce que vous savez ce que c'est que de la pouzzolane? C'est de la pierre volcanique très très
fragile. Exactement, la pierre volcanique. Alors en fait, la pierre volcanique qui arrive avec plein de petits trous dedans. Donc en fait, l'eau, elle passe à travers ces petits trous et en fait, elle est naturellement filtrée par des bactéries qui ont pour fonction de manger tout ce qui n'est pas bon dans l'eau. Ensuite, l'eau, là, en fait, elle va être aspirée. Vous voyez, on aperçoit là-bas en noir là, des bombes, ce qu'on appelle des bombes d'aspiration. Donc l'eau, elle va être aspirée. Elle va arriver dans un bâtiment qu'on aperçoit derrière. Et ensuite, ce bâtiment, en fait, il va filtrer l'eau un peu plus mécaniquement. Et ensuite, il va envoyer l'eau dans la rivière du Lion. D'accord ? Pour arroser les enfants. Et là, il y a une rivière qui collecte l'eau. Donc là, l'eau, elle va glisser jusqu'ici et elle va revenir au bassin. Et là, elle va être à nouveau filtrée. C'est bien plus sympa qu'un bassin d'eau chlorée quand même. Il y a de la vie là-dedans un peu. Il y a de la vie et puis surtout il n'y a pas de produits chimiques. Donc en fait on ne pollue pas la planète en fait. Parce que les produits chimiques, quand on met du chlore dans une piscine, le chlore il reste tout le temps. Donc en fait il peut s'évaporer avec l'air. Et donc c'est des molécules de chlore qui vont se disperser dans l'atmosphère. Ou il peut aller dans la terre. Et donc en fait le chlore ça reste une molécule chimique qui peut détruire des organismes un petit peu partout. Là, l'avantage, c'est qu'on a un système totalement naturel et une eau qui est parfaitement filtrée. Vous avez vu, elle n'est pas du tout trouble. Hein. Elle est parfaitement filtrée. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Venez. Les animaux, les attractions, ils sont assez proches, tu vois. Regarde, tu as les gibbons qui sont juste là. Et puis là, juste derrière la barrière végétale, on aperçoit des toits et des attractions. Donc, ils sont proches les uns des autres. Par contre, pour que les visiteurs aient des moments un petit peu plus calmes dans le parc zoologique et des moments un peu plus intenses dans le parc d'attractions, on a deux grandes zones en fait, une zone attraction, une zone voilà. Les visiteurs ils apprécient beaucoup, quand il y a beaucoup de monde, ils apprécient beaucoup de pouvoir aller se reposer ou se détendre un petit peu dans le parc animalier. Pourquoi il y a des zones fumeurs? Alors, il y a des zones fumeurs dans le parc parce que le parc est non fumeur. Il est interdit de se balader dans les allées et de fumer. C'est interdit également de fumer dans les attractions. Et pourquoi? C'est parce que partout, il n'y a pas de cendrier. Et malheureusement, les gens avaient un peu une mauvaise habitude, c'était de fumer et de jeter leurs cigarettes. Un mégot de cigarette, ça peut polluer des milliers de litres d'eau. Parce qu'en fait, le mégot de cigarette, après, il va s'écouler quand il va pleuvoir, et puis ensuite, il va partir dans les eaux usées, puis après, il va polluer. Donc du coup, en fait, nous, on a fait des zones fumeurs, à côté des arbres, à l'ombre des arbres, pour qu'il y ait un cendrier, pour que les gens mettent les cendriers dedans. Et ensuite, on collecte. L'an dernier, on a collecté près d'1 million de mégots de cigarettes qu'on a collectés et qu'on a retraités. Et ces mégots de cigarettes, ils vont servir de combustible, c'est-à-dire ils vont servir pour chauffer des cimenteries. D'accord ? Et comme ça, en fait, ils ne polluent pas les eaux, les nappes phréatiques, les eaux, les rivières et autres. Comment fonctionne le système de filtration des eaux opales? Une filtration par lagulage, c'est-à-dire qu'en fait, la filtration, elle va se faire par un équilibre biologique avec des bactéries, avec du zooplancton, avec des algues et avec des plantes aquatiques. Alors, ici, nous avons donc l'eau, une réserve d'eau qui doit être filtrée, voilà, comme vous pouvez voir en contrebas, qui va être utilisée pour alimenter les jeux d'eau. Et nous avons ici une lagune, donc à votre droite. Donc une lagune, en fait, c'est composé de plantes aquatiques, comme vous pouvez le voir. Donc c'est des plantes qui vont filtrer l'eau naturellement. Et ces plantes sont plantées dans ce qu'on appelle de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est en fait la roche volcanique. On devrait d'ailleurs appeler ça plutôt scorie, parce que pouzzolane c'est un nom commercial. C'est ça de la pouzzolane? Exactement, tu vois, c'est ça de la pouzzolane. Alors ce qui est intéressant dans cette roche, c'est que déjà qu'elle est très légère, d'accord? Regarde, t'as vu, elle est ultra légère, voilà. Et en fait, elle est ultra légère parce qu'en fait, la pouzzolane, c'est de la lave. Et en fait, c'est de la lave qui provient d'un volcan qui a explosé. Et quand il a explosé, eh bien en fait, il y a plein de petites bulles d'air qui se sont retrouvées emprisonnées
dans la lave. Et puis après, cette lave, elle s'est refroidie. Et puis les bulles d'air, elles ont créé des petits orifices, des petites canalisations intérieures. Et donc l'eau, aujourd'hui, quand on met cette roche volcanique dans un système de filtration, l'eau, elle s'infiltre à l'intérieur, elle rentre à travers. Des scories, il y a 3 grosseurs de scories sur 1 mètre de hauteur. Et ces scories vont servir à déjà emprisonner la matière organique qui se trouve dans le bassin. Il y a des bactéries qui vont venir manger cette matière organique. Alors si c'est un peu technique, vous me dites. La matière organique va être transformée en matière minérale. Et les matières minérales, les plantes peuvent consommer ces matières-là. Donc en fait, ça va nourrir les plantes que vous voyez. Et ensuite, l'eau passe à travers cette lagune et revient dans le bassin. On est en circuit fermé, on appelle ça. Il y a très peu de rajout d'eau à l'extérieur, sauf quand il pleut, sauf quand il fait très chaud et que l'eau s'évapore. Donc là, on rajoute un petit peu d'eau, mais sinon, c'est toujours la même eau qui est filtrée en permanence. Et cette eau-là, en plus, on rajoute de l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez une petite cascade. Et l'oxygène, c'est très important pour tous les organismes qui vivent dans la lagune et dans le bassin. Ils ont besoin d'oxygène pour se développer. La plupart des lagunages fonctionnent comme ça. Ici, on a rajouté des modules supplémentaires de filtration parce que c'est une eau qui est en contact avec le public et donc il ne faut pas qu'il y ait des agents pathogènes, des mauvaises bactéries en contact avec les gens. Donc du coup, on a rajouté des modules de filtration qu'on va aller voir avec des UV, des ultraviolets, qui vont détruire ces agents pathogènes et qui vont également diminuer le développement des algues. Parce qu'en fait, les algues, ça peut poser problème ensuite dans l'exploitation du manège, parce que les petites bulles qui éjectent de l'eau, en fait, se bouchent très rapidement avec la présence d'algues. Donc, on a rajouté ces éléments-là. Pourquoi faire de l'oxygène? L'oxygène, en fait, c'est nécessaire pour que les bactéries elles puissent se développer. Elles ont besoin d'oxygène comme nous pour respirer, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, elles ne vont pas pouvoir respirer et pas pouvoir dégrader la matière organique. Et du coup, elles vont mourir et la filtration ne va pas se faire. Donc, obligatoirement, il faut leur apporter de l'oxygène. Quelle sorte de plantes aquatiques il y a? Alors, on trouve alors la plus connue, c'est celle-là, hein. C'est des roseaux. Voilà. Et puis ensuite, vous avez des iris d'eau, vous avez de la menthe d'eau, par exemple. Donc la menthe d'eau, c'est celle-là, c'est celle que vous voyez, la petite là. Vous avez, alors après, c'est des plantes un peu moins connues, mais de la populage des marais. Vous avez des graminées également. En fait, on a des bombes de fond qui aspirent l'eau. C'est envoyé dans les modules de filtration dans le bâtiment et ensuite l'eau est refoulée dans les drains qui sont au fond de la lagune. Donc au fond de la lagune, donc l'eau remonte, voilà, et par débordement revient dans le bassin. Donc les drains on les installe en dessous, c'est pas pareil que la filtration par roseau, mais on les installe en dessous pour en fait vraiment forcer l'eau à traverser les différents horizons de Pouzolan. Ouais, elle est sous pression. Et là, elle déborde dans le bassin. Et elle déborde dans le bassin, on voit pas parce que là maintenant. Oui. Mais c'est un système de... Et c'est la même chose au Fjord Explorer. toutes nos lagunes sont fabriquées de la même façon, sont réalisées de la même façon, sauf ici où on a rajouté un module de filtration parce que le public voilà, est en contact avec l'eau. Et il y a aussi Alligator Bay. Où il y a des ultraviolets. Ouais, exactement. Ici aussi il y en a. On peut aller les voir si vous voulez. Allez. Regardez les enfants, je vais faire un truc. À quoi ça sert? Alors ça, c'est une sonde. Il y a une sonde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit laser qui réfléchit sur l'eau. D'accord? Et en fait, ça nous permet de nous donner le niveau d'eau du bassin. Par contre, là-bas, nous avons des sondes qui déterminent la hauteur d'eau et qui commandent en fait une électrovanne
qui ouvre et qui ferme l'eau en fonction du niveau, quoi. Donc s'il en manque, la vanne s'ouvre et dès que le niveau est atteint, donc pouf, la vanne s'arrête. On remet de l'eau que lorsque c'est nécessaire. Ça participe aux économies d'eau parce que ça évite que l'on remette tout le temps de l'eau. Et il y en a sur tous nos bassins. Est-ce que l'eau du PAL vient que de la pluie? Non. Une partie, seulement une toute petite partie, sinon l'eau vient surtout du forage, donc de l'eau qu'on pompe en profondeur dans les nappes. C'est de l'eau qu'on va récupérer grâce à des tuyaux qu'on a installés en profondeur. Et pour installer ces tuyaux, il a fallu forer, faire un trou en fait. On a installé ces tuyaux pour aller chercher l'eau. Donc, on appelle ça l'eau de forage. Voilà, c'est de l'eau souterraine qu'on est allé chercher grâce à un forage en profondeur. Donc je vous invite d'aller voir le local technique. Alors là, nous sommes dans le local technique de la rivière du Lion. Je vous parlais tout à l'heure des modules de filtration que nous avions rajoutés pour que la filtration qu'elle soit vraiment encore plus fine. Donc là, je vais vous présenter en fait comment ça fonctionne. Donc nous avons ici des tuyaux qui arrivent du mur et en fait ces tuyaux sont reliés aux skimmers et aux bombes de fond qui sont installées dans le bassin. Ensuite, cette eau passe par des ultraviolets. Donc en fait c'est de la lumière qui va détruire, comme je disais tout à l'heure, les agents pathogènes, les algues filamenteuses. Ensuite l'eau va passer dans ces modules de filtration. L'eau passe d'abord donc dans des tambours. Donc c'est un tambour avec un filtre. L'eau donc va passer à travers et va retenir toute la matière organique en suspension dans l'eau. Et ensuite donc ces tambours sont nettoyés automatiquement selon un cycle et selon en fait la saleté de l'eau. Donc là, voilà, il n'y a aucun entretien et ça c'est déjà une première filtration. Ensuite, dans le deuxième bac ici, avec des petites pastilles. Donc Alligator c'est plutôt les Zendix, des cubes là. Et en fait à l'intérieur, on va pas voir évidemment, il y a des bactéries en fait qui se logent dedans et qui vont dégrader donc la matière organique et fine en matière minérale. Voilà, en fait, ça remplace dans la lagune la pouzzolane dont on parlait tout à l'heure. L'eau part dans ce tuyau-là et reliée directement à la lagune, à l'extérieur. Donc le tuyau passe dessous, sous le bâtiment, sous le bassin et va jusqu'à la lagune. La lagune elle est juste derrière là-bas. Donc l'eau a été filtrée ici, remonte, traverse les différents horizons de pouzzolane et par débordement revient dans le bassin. Donc là on est en circuit fermé, là la filtration elle est top. Concernant les jeux, donc le jeu fonctionne grâce à des électrovalves que je disais tout à l'heure. C'est des valves qui s'ouvrent automatiquement avec une pulsion électrique. Donc ici on a toutes les valves qui alimentent les jeux. L'eau qui alimente donc les jeux sont aspirés donc, dans le bassin. Et il y a encore une autre filtration qui se fait. Ici on a plusieurs filtres. Ce filtre-là, ce gros filtre, pour vraiment éviter qu'il y ait de la matière, en tout cas des petites matières en suspension qui viennent boucher les buses. Donc ça c'est encore un élément supplémentaire. Dans le bassin il y a 3 skimmers et ça correspond à ces 3 tuyaux là. Donc l'eau arrive ici. Ah bah regardez, il y a une belle grenouille d'ailleurs à l'intérieur, on va la sortir de là. Hop. Oh la petite grenouille, je peux l'adopter. On va la laisser, je pense qu'elle sera bien ici dans le bassin. Elle est dedans. C'est pas là où elle est partie. Elle est là, elle est juste là. Alors on va sortir le panier justement. Elle est dans le panier? Elle est dans le panier. Et là on a une chenille d'ailleurs processionnaire.
Allez, hop, là, tu le mets. C'est pas bien? On dirait elle nage. Hop. Si vous relâchez votre main, Vous voyez le côté très sympa de cette petite anecdote, c'est que cette petite grenouille, si on avait utilisé ou construit une filtration chimique avec du chlore, bah, la petite grenouille elle serait morte. à quoi ça sert ça? Donc il y a un panier voilà, qui va récupérer, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les feuilles mortes. Ça peut être aussi des insectes. Donc ça évite en fait que ça aille dans les pompes. C'est une première filtration, c'est une première passoire en fait pour récupérer les plus gros morceaux. Voilà. Donc comme ça derrière on a moins d'entretien et ça risque de moins abîmer les pompes. Simplement. L'avantage d'une filtration naturelle, c'est que la petite grenouille, elle va survivre et puis il y en a sûrement plein d'autres dans le bassin qui participent elles aussi à la filtration, qui mangent les insectes, qui mangent les larves des larves d'insectes et tout ça. Et donc du coup on est sur une filtration dite naturelle. Grâce à ces systèmes vivants, sans chlore, on arrive en fait à recréer des biotopes très très riches en faune, flore, etc. Et ce qui est une bonne chose. C'est quoi des biotopes? Ah, des biotopes, qu'est-ce que c'est? Alors un biotope, si tu veux, c'est un environnement dans lequel le cycle de la vie est respecté. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, il y a des insectes, il y a des grenouilles, des tritons, des batraciens, il y a plein d'animaux. Et en fait, c'est un environnement, un monde dans lequel la nature vit et qui permet à plein d'espèces, plein d'essences de vivre, plein d'essences végétales, tu vois, des arbres, des roseaux et tout ça. Ça va? Tu as compris? Bon, super. Vous pouvez suivre le cycle de l'eau, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, l'eau, en fait, les gens vont jouer avec. Cette eau, elle va descendre dans la rivière. Ça. Ok. Et ensuite, elle va rejoindre le bassin. Voilà. Et ensuite, elle va rejoindre le bassin et elle va retourner dans le cycle de la filtration. Voilà. Alors ça, c'est une installation qui plaît énormément quand il fait très chaud, forcément, parce que ça permet à tout le monde de se bruniser, de s'arroser et également de passer un bon moment. Quand on voit les périodes de canicule qu'on a eues cet été, c'était un vrai moment de détente pour les visiteurs. Voilà. Et en plus, on se détend de manière raisonnable et raisonnée, puisque c'est de l'eau qui n'est pas de l'eau de ville, c'est de l'eau qui est pompée dans des nappes, et en plus, il n'y a pas de filtration chimique. Donc en fait, en plus, c'est un beau geste pour la planète. Et comment avez-vous géré l'eau pendant la canicule? Alors comment on a géré l'eau? En fait, si tu veux, c'est en amont qu'on a géré l'eau, c'est-à-dire avant. Nous, on a pour objectif de faire très attention et de consommer le strict nécessaire d'eau. Comme on l'a vu tout à l'heure, ou comme vous l'a expliqué tout à l'heure Sébastien, en réalité, on ne recomplète l'eau des bassins que lorsque c'est nécessaire. Tu vois, on ne surconsomme pas d'eau. Je vais te montrer tout à l'heure des toilettes dans lesquelles il n'y a pas les urinoirs pour faire pipi pour les garçons, il n'y a pas d'eau. Donc en fait on fait des grosses économies d'eau. Toutes les semaines, on a un technicien qui fait le tour de tous les compteurs d'eau et qui détecte toutes les fuites, qui vérifie s'il n'y a pas de fuite. Et dès qu'il y a une fuite, hop, on corrige le tir, on essaye de réparer, si c'est possible, dans les plus brefs délais. Donc en fait c'est en amont, avant la canicule, qu'on essaye d'être très attentif, très économe en eau. Et puis, lorsqu'il pleut abondamment, eh bien en fait on a des zones de collecte de l'eau
on a un bâtiment animalier qui est une grande stabulation, une grande grange si tu préfères. Et en fait, le toit collecte l'eau et ensuite cette eau elle est stockée dans un bassin. Et enfin, dernier sujet qu'on a construit cet été, enfin avant la saison, on va dire ce printemps, on a construit une immense bassine qui collecte l'eau de tous les panneaux photovoltaïques. Donc du coup, on essaye de faire très attention, d'être très économe en eau lorsqu'il fait très chaud. Valentine, tout à l'heure je te parlais d'économie d'eau, extrêmement importante. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. On accueille 700 000 visiteurs, donc ça fait beaucoup de visiteurs qui consomment de l'eau. Alors évidemment, on ne peut pas économiser de l'eau partout, mais partout où on peut le faire, on le fait. Et bien là, on a mis en place ces urinoirs. Bon, vous les filles, vous n'êtes jamais rentrés dans des toilettes où il y a des urinoirs, mais les garçons, ils font pipi dans des urinoirs. Et bien, les urinoirs, ils sont équipés sans eau. Il n'y a absolument pas d'eau. D'accord ? La composition de cet urinoir, c'est une matière ultra lisse, où les liquides glissent en fait. Donc le pipi il glisse, et en fait il n'y a jamais de pipi qui reste sur la cuvette. Et donc en fait le pipi il va couler, et en fait il n'y a pas besoin d'eau pour le pousser. Voilà. Et ça, c'est un urinoir comme ça, il peut économiser aux alentours de 100 000 litres d'eau par urinoir, vous voyez. Et ça on en a mis quasiment partout dans tous les blocs sanitaires. Donc c'est de très grosses économies d'eau qui sont faites tous les jours où les garçons viennent faire pipi dans les toilettes du PAL. Ça fait partie des économies. En termes de gestion de l'eau, il y a deux choses à dire sur les toilettes. La première, c'est que, en général, quand on arrive dans les toilettes, vous voyez, il y a toujours une double chasse. Une grosse chasse d'eau, une petite chasse d'eau. Donc si on fait un petit pipi, si on s'assied et qu'on fait un petit pipi, il n'y a pas vraiment de grand intérêt d'actionner la grosse chasse d'eau qui va faire partir 6 litres d'eau. Alors que la petite chasse d'eau, elle fait partir 3 litres d'eau. Donc à la maison, dans des toilettes publiques, partout, à l'école, sûrement, au collège, vous avez des doubles chasses. Donc quand on fait un petit pipi, on fait 3 litres, et puis sinon pour le reste on fait 3 litres. Et nous on a mis un petit affichage également qui précise aux gens que parfois l'eau là, au fond de la cuvette, elle n'est pas très propre. Pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que l'on a mis en place ? Eh bien en fait ici là, l'eau qui est utilisée, c'est de l'eau de forage. C'est pas de l'eau qui est traitée. L'eau qui arrive ici, c'est ce qu'on appelle de l'eau de ville. C'est de l'eau qui a été filtrée, qui a été nettoyée et dans laquelle il y a un petit peu de chlore, il y a un petit peu de produit pour qu'elle soit buvable, qu'elle soit consommable. D'accord ? Dans les toilettes, on ne consomme pas l'eau des toilettes. Donc il n'y a pas besoin qu'elle soit filtrée naturellement. Donc du coup au PAL, on a mis un système de double canalisation, de double tuyau. On a des tuyaux qui amènent de l'eau consommable, de l'eau potable, on appelle ça, au niveau des lavabos. Et on a de l'eau qui est non potable, qui n'est pas filtrée. Donc en fait, on fait des économies de produits, d'électricité, parce que l'eau, elle est directement pompée sous le PAL, en fait. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure Sébastien, dans les nappes phréatiques, elle est pompée directement dans des forages. Je vous parlais tout à l'heure d'économie d'eau. Eh bien, ce que nous avons mis en place cette année, qui va en plus s'agrandir dans les projets futurs, c'est que nous avons construit des parkings avec des panneaux photovoltaïques, comme vous pouvez le constater ici. Donc là, il y a 5 hectares. À terme, d'ici 3 ou 4 ans, il y aura 12 hectares de panneaux photovoltaïques. Donc les panneaux vont venir à peu près jusqu'ici et ils vont aller jusque de l'autre côté, là-bas, derrière la butte. Et alors, toute l'eau qui est collectée par les panneaux photovoltaïques quand il pleut, ben, cette eau, il fallait absolument pouvoir la stocker. Parce qu'elle peut nous servir quand il pleut plus. Donc du coup, quand il pleut, ben, en fait, l'eau, elle ruisselle, si vous voulez, par les gouttières et les chenaux. Et hop, elle vient ici. Et là, elle est stockée dans ce bassin. Et ce bassin-là, en fait, on va le filtrer. Parce qu'en fait, si on le laisse sans filtration, les algues vont
vont proliférer dans l'eau. Donc du coup, ce bassin, il est filtré. Donc en fait, c'est exactement le même principe que vous a expliqué tout à l'heure Sébastien. Donc avec un système de pompe, en fait, il y a l'eau qui remonte ici dans la lagune. Alors on parlait de pouzzolane, vous voyez, c'est ça la pouzzolane. C'est cette roche un peu ocre, là, volcanique, qui est une roche très légère et qui est composée donc à la fois de matière rocheuse, mais aussi d'air, en fait. Il y a plein de petites canalisations, de petites bulles d'air dans la roche, et c'est ce qui lui donne ses capacités de filtration. Donc l'eau, en fait, elle va remonter, et ensuite elle va redescendre par la petite rivière, là, elle va redescendre dans le bassin. Et là, nous, on a mis une pompe qui prend l'eau, qui la ramène, et qui va aller l'amener là-bas, jusque dans le parc animalier, pour s'en servir, là où je vous ai montré tout à l'heure le Fjord Explorer. Dans 3-4 ans, on va agrandir, comme je vous le disais, le parc photovoltaïque. Il va y avoir 7 hectares de plus. Donc du coup, on va construire une deuxième énorme bassine qui sera peut-être 3 fois grande comme celle-ci, pour stocker toute l'eau dès qu'elle tombe. Là, vous avez 800 mètres cubes ici. L'esprit, c'est peut-être d'en faire une autre aux alentours de 2000 mètres cubes. Il n'y a pas encore de projet, c'est pas encore établi, mais aux alentours de 2000 mètres cubes qui sera de l'autre côté. On a trois provenances pour l'eau. Il y a l'eau de la ville, comme monsieur et madame tout le monde, l'eau qui est filtrée. On a l'eau de forage. Et on a l'eau de ruissellement qui est ici, qui a une toute petite partie. Ce qui prend le plus d'eau, c'est plus la consommation humaine, donc les hôtels, les douches, tout ça. Et puis c'est surtout les consommations des bassins pour les attractions. Parce que comme ce sont on a reconstitué des rivières pour les bûches, des rivières pour le rafting, on a reconstitué des rivières pour le Fjord Explorer, et c'est ça qui consomme le plus d'eau, parce qu'il y a forcément des projections, il y a forcément des déperditions d'eau, donc c'est ça qui consomme le plus. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a commencé de mettre ça en place en 1998-1999, on a divisé par 2 la consommation d'eau de ville de l'époque. Aujourd'hui, tous nos bassins sont soit complétés avec de l'eau de ruissellement, soit complétés avec de l'eau de forage, donc de l'eau qui est pompée directement sous la terre du Pal. Donc du coup, aujourd'hui, la plus grosse consommation, c'est l'eau de forage, qui est une eau qui est non filtrée chimiquement en fait. Donc du coup, qui a un meilleur intérêt écologique, je dirais. C'est ça de la pouzzolane. Alors ce qui est intéressant dans cette roche, l'eau aujourd'hui, quand on met cette roche volcanique dans un système de filtration, l'eau elle s'infiltre à l'intérieur. Tout à l'heure Sébastien il vous a montré une espèce de passoire en plastique. En fait on a juste reproduit naturellement ce qui se passe dans une rivière. L'eau elle s'infiltre dans les rochers et en fait elle est filtrée naturellement par les rochers. Guillaume nous présente les eaux usées. Donc ici on arrive dans la zone où en fait on filtre les eaux usées du Pal. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous avez tous les hôtels qui sont là-haut. On ne les voit pas parce qu'ils sont derrière les haies. Tout le parc d'attractions qui est par là. Okay. Et les animaux qui sont là-bas. Partout, eh bien, il y a de l'eau qui est consommée pour se laver les mains, se laver la figure, se laver le corps, faire pipi, faire caca, aller aux toilettes, enfin, toutes les unités nettoyées, des choses comme ça. Et partout, il y a de la consommation d'eau. Et en fait, vous avez vu, c'est pas tout plat. Donc en fait, il y a des pompes qui permettent de pousser l'eau. Et en fait, toute cette eau, elle revient ici. Elle passe dans cette colonne qui est là. Ça s'appelle un dégrilleur. En fait, c'est un peu comme vous a expliqué Sébastien ce matin, c'est un gros filtre. Parce que quelquefois, quand on se lave les mains, il y a la bague qui tombe, il y a une boucle d'oreille. Quand on va aux toilettes, quelquefois, on fait tomber une lingette dans les toilettes et ça ne peut pas passer dans les systèmes de filtration. Donc en fait, c'est récupéré ici. Ça fait comme des grosses grilles qui récupèrent tout ce qui n'a rien à faire dans les canalisations. C'est simple, y a quelqu'un qui a tiré la chasse d'eau. L'eau, elle arrive ici. D'accord ? Dans une cuve. Alors, cette cuve et cette cuve-là, c'est la même chose, c'est juste qu'on a dû agrandir. Et globalement, c'est la même chose. Donc là, en fait, vous avez une cuve, ça s'appelle une bâchée. Donc l'eau, elle se remplit.
Donc elle est chargée de tout, hein, de caca, de pipi, de savon pour se laver les mains, enfin c'est toutes les eaux usées elles arrivent là. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis quand ça arrive en haut, c'est comme une chasse d'eau. Flouf. Il y a une chasse d'eau et ça va descendre en bas là-bas. Venez avec moi. Une fois que les eaux usées elles sont arrivées dans cette bâchée là, elles sont chargées, elles sont pleines de déchets, de détritus. D'accord? Mais par contre c'est soluble, hein, c'est pas des gros morceaux. Hein, donc voilà. Et là, hop, on va diffuser l'eau. Alors là c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait on va diffuser l'eau en haut. Et ensuite cette eau elle va s'infiltrer dans des bassins. Alors bien sûr ici il y a une grande cuve hein, qui est totalement hermétique et fermée avec des bâches. Et puis dans cette cuve, on a mis des graviers, de la pouzzolane, on a mis du sable. Et dessus, on a planté des roseaux. Parce que les roseaux, en fait, ils mangent tout ce qui est matière qui est non intéressante. Donc, et alors, on a 3 zones. Là, ça se voit pas parce que c'est tout poussé. Mais on a 3 zones. Donc, un coup, on lâche toute la quantité d'eau dans la zone 1. Ensuite, dans la zone 2. Ensuite, dans la zone 3. Et puis, on recommence. Zone 1, zone 2, zone 3. Cette eau, elle va... par gravitation, c'est-à-dire avec juste l'effet de gravitation de la Terre, elle va descendre, et elle va descendre dans une espèce de petit couloir là-bas, dans une zone, et là il y a une pompe qui va la ramener dans cette deuxième bâchée qui est là. Donc dans la deuxième, voilà, hop, 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 donc l'eau, elle va revenir ici. Alors je sais pas si regardez. Vous voyez ? Regardez, je vais vous montrer, regardez la différence. Donc celle-ci elle est très sale. On l'envoie là-bas. Première filtration. Elle revient ici. Vous voyez, celle-ci elle est déjà beaucoup plus transparente. On voit les tuyaux sous l'eau. Elle n'est pas encore parfaitement propre, mais elle est beaucoup plus transparente. Et là, on va la renvoyer dans la deuxième partie des bassins. Un coup ici, un coup là-bas, un coup là-bas. Et ensuite, on la renvoie dans le ruisseau. Vous avez compris depuis ce matin ce qu'on vous explique. Hein. En fait, l'eau, on la fait passer dans plein de systèmes de filtration. D'abord dans un gros, on a vu le bac avec Sébastien ce matin avec la grenouille là. Ça c'est un gros, c'est un peu comme une grosse passoire comme ça. On enlève les gros déchets. C'est ce qu'on a fait en dessous là-bas avec ce qu'on appelle le dégrilleur. Vous avez vu? L'eau elle passe d'abord dans un truc pour enlever les gros déchets. Quand elle arrive ici, l'eau elle est sale, elle est très chargée. Mais elle est liquide, il n'y a plus de gros, il n'y a pas de bout de bois dedans, il n'y a rien du tout. Et ensuite on va la filtrer, puis ensuite on la filtre une deuxième fois, de façon à ce que quand elle repart dans la nature, eh bien elle puisse retourner dans le ruisseau sans salir. Et alors la chose qu'on a fait au PAL, qui est une révolution qu'on a mis en place il y a 2 ans, c'est qu'on a enlevé tous les produits de ménage. Qui est les produits, vous savez, le liquide vaisselle, tout ça, on a tout enlevé. Et on a remplacé, alors pas le liquide vaisselle, parce que le liquide vaisselle c'est un peu particulier, mais tous les produits d'entretien pour nettoyer les toilettes, les produits d'entretien pour nettoyer les lavabos et tout ça, les cuisines, vous imaginez bien qu'au PAL, on en consomme énormément. Et jusqu'à présent, on avait des produits comme ça, et ces produits, après, ils vont dans la planète, enfin, ils vont dans la nature, ils vont dans ils s'infiltrent des trucs. Eh bien nous, il y a 2 ans de ça, on a retiré tous les produits d'entretien. Et en fait, on fabrique nos propres produits d'entretien à partir d'ozone. Alors l'ozone, c'est un gaz. C'est un gaz qui est très corrosif. C'est-à-dire qu'en fait, il attaque la matière. Alors, il ne faut pas s'en mettre sur les mains, évidemment. Mais en fait, c'est un composé chimique qui permet de nettoyer. Et grâce à ce système-là, on économise énormément d'eau. Donc on consomme beaucoup moins d'eau pour le nettoyage parce qu'il n'y a pas besoin de rincer. Vous savez, quelquefois, quand on nettoie le sol, derrière, il faut rincer avec de l'eau. Ben là, on n'a plus besoin. Donc en fait, on fait des énormes économies d'eau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on ne met pas de produits chimiques. Parce que l'ozone, c'est un gaz qui s'évapore dans la nature. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'en fait, on consomme beaucoup moins de bouteilles plastiques, de bidons, de choses comme ça. Et donc, du coup, on économise encore en plus des déchets. Donc ça, c'est une des grosses avancées que l'on a fait, qui nous a permis notamment de réduire notre consommation d'eau, réduire notre émission de déchets et autres.
Quand on voit toute cette végétation, comment vous faites pour économiser l'eau? Alors ici, c'est un sujet justement extrêmement sensible. Quand on a construit cet hôtel, on a planté plus de 2000 arbres. Alors arbres, arbustes ou fleurs, hein, d'accord. Et il était évident qu'on devait rester dans notre plan de sobriété hydrique. C'est-à-dire qu'on devait rester dans notre plan de faire des économies d'eau. Donc on a mis en place 3 choses. La première, on a mis en place des fleurs, des plantes, des essences végétales qui ressemblent à l'Afrique, mais qui ne viennent pas d'Afrique. Ce sont des plantes qui sont locales, pour la plupart. On peut quand même pas dire que ce soit très très local, mais c'est assez robuste. On a mis des arbres qui, tu vois, avec des feuilles assez costaudes. Ces feuilles, ces arbres, on les a choisis parce que ce sont des arbres qui résistent aux périodes de sécheresse. Ça, c'est le premier choix qu'on a fait. Ensuite, deuxième choix, je te propose de te pencher un tout petit peu au sol ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, on a paillé, tu vois. On a paillé toute la végétation, d'accord? Et on a mis une bâche qui est une bâche qui se dégrade avec les années. C'est-à-dire que si on gratte dans 4 ou 5 ans, cette bâche, elle aura disparu. D'accord? Et puis on l'a recouverte comme ça, ce qui fait que les racines, quand il fait très chaud, elles sont sous la bâche, et il y a toujours de l'humidité. Et bien en fait, on a mis des systèmes d'arrosage qui se goupent au bout de 3 ans. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les voit plus et qu'il n'y en a plus. On a mis des systèmes d'arrosage avec des sondes. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une sonde dans la terre qui dit au système d'arrosage, s'il a plu pendant la nuit, tu n'arroses pas. Souvent, malheureusement, les surconsommations d'eau, c'est qu'en fait on planifie d'arroser tous les matins les arbustes, d'accord? On les arrose tous les matins, et puis on se moque de savoir s'il a plu la nuit ou pas. On arrose tous les matins. Eh bien nous, on a mis un système en place, c'est les nouveaux systèmes qui existent, où c'est prévu d'arroser tous les matins, sauf si la sonde dit c'est bon, le sol est déjà mouillé, ça sert à rien. D'accord? On fait des économies d'eau comme ça. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'au bout de 3 ans, on enlève tous les systèmes d'arrosage, il n'y a plus rien. Donc tu vois, cet hôtel a été construit en 2021, donc là on est en 2025, 4 ans plus tard. Il n'y a plus de système d'arrosage ici parce que maintenant on laisse les végétaux se débrouiller tout seuls. On continue à pailler, à renforcer le paillage pour bien garder l'humidité et pour que les végétaux puissent vivre malgré la sécheresse. Le paillage, c'est les systèmes, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour faire ça. D'accord ? C'est juste du bon sens en fait. Hein. Vous avez vu, à la maison, j'ai un toit, hop, je mets une bassine, je récupère l'eau. Comme ça évite d'aller dépenser de l'eau de la ville. J'arrose. Et puis, j'ai un joli jardin avec des arbustes qui poussent. À l'automne, je broie, je coupe mes arbustes. Je ne les brûle pas au fond du jardin ou je ne les amène pas à la déchetterie. J'achète un petit broyeur. Je broie mes petits... Tout ça, je vais tout le broyer. Et puis ensuite, je vais le mettre au pied. C'est des systèmes tout simples. Ça ne demande pas d'argent. Pas besoin d'être très riche pour faire ça. C'est juste du bon sens, en fait. Parce qu'en plus, quand vous paillez comme ça, en fait, le paillage, enfin, les copeaux ou les morceaux de branches que vous avez mis, ils vont finir par pourrir. Et en pourrissant, c'est des aliments pour les végétaux. Donc tout ça, c'est du bon sens. Et en plus, tout ça, ça crée beaucoup de biodiversité. On a plein d'insectes qui butinent. Voilà, nous voilà ici à l'hôtel. Alors là, tout de suite, les animaux ne sont pas dans la plaine parce que, en fait, quand le parc est fermé, les animaux vont dans une autre plaine où ils vont manger. On les a aperçus tout à l'heure, je vous les remontrerai de plus près. Et nous, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est quand on construit quelque chose au PAL, il y a plein de facteurs. Il faut que ça plaise aux visiteurs, il faut que ce soit exceptionnel, il faut que ça réponde à toutes nos problématiques environnementales. Et ensuite, il faut que ce soit très fonctionnel pour les salariés, pour les visiteurs. En fait, quand on a mis toutes ces règles, eh bien, on peut se lancer dans une construction. Ici, par exemple, on voulait faire une pièce d'eau, parce qu'une pièce d'eau, c'est toujours très reposant. Et on voulait faire une fausse rivière, en fait. Donc, en fait, là, les pompes sont arrêtées, mais quand les pompes tournent, en fait, ça fait comme une rivière. Là, il y a une cascade, ça descend de l'autre côté, et puis ensuite, ça continue un petit peu plus loin. Et par contre, on ne voulait pas quelque chose avec un bassin bleu, avec du chlore et des choses comme ça. Il fallait quelque chose de très naturel. Donc, on a mis un système de filtration. Et on était obligé de mettre un système de filtration, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des algues, qu'il y ait de la boue et des odeurs. Et donc, du coup, en fait, on a recréé, entre guillemets, un système de filtration, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, on en revoit encore de la pouzzolane. Et en fait, aux deux extrémités, c'est-à-dire derrière le bâtiment qui est là-bas et de l'autre côté là-bas, eh bien, il y a des systèmes de filtration exactement les mêmes que ce qu'on a vu ce matin,
C'est-à-dire en fait l'eau elle rentre par le dessous, elle est filtrée par les roseaux, par les plantes, par la pouzzolane et ensuite elle revient. Donc là par contre il n'y a pas d'ultraviolet parce que c'est pas une eau de baignade. Hein, les gens ils vont pas se baigner dedans donc on n'a pas besoin qu'elle soit qualité eau de baignade. Donc il n'y a pas les ultraviolets qu'on a vus à la rivière du Lion. Hein, par contre c'est une eau et souvent les gens tu vois ils dorment ici là, dans toutes les chambres donnent sur la plaine. Et le matin, tu te lèves et puis tu as les rhinocéros là, qui viennent boire ici. Sympa, hein? Une petite anecdote, quand on a construit ici, il y avait une haie qui traversait il y avait une haie bourbonnaise, hein, une haie de ronces et tout ça, d'acacia, qui traversait la prairie. C'était un champ, ça, avant. Et il y a une équipe qui a voulu bien faire, qui a rasé la haie. Et ben, notre patron, il s'est fâché, il a dit, vous allez me replanter cette haie, parce que moi, je veux quelque chose de très naturel. Et du coup, vous voyez, on a laissé des îlots de végétation, qui sont des îlots de végétation tout à fait naturels. Hein. C'est des acacias, Alors, on a rajouté quelques petites touches un peu exotiques en mettant des palmiers, ce genre de comme ça, pour donner un effet. Mais globalement, vous voyez, on a un gros roncier qui ressemble à une plaine. Voilà, on aperçoit les zèbres là-bas, vous voyez, on aperçoit un zèbre qui se balade. Ben, en fait, on a recréé un environnement qui est naturel. On ne voit aucune barrière, on ne voit aucun enclos, on ne voit rien du tout. Les animaux, ils se baladent un petit peu comme ça, comme s'ils se baladaient sur une plaine en Afrique. Et puis, en fait, ce sont les îlots de végétation qui constituent les barrières. En fait. Quand il y a des périodes de sécheresse, la haie, elle retient l'eau. Parce qu'en fait, elle fait de l'ombre, il y a du paillage naturel au sol, des résidus de la haie. Donc une haie, c'est très important pour l'eau. Et donc en fait, aujourd'hui, quand on rase des champs entiers, qu'on enlève les haies, eh ben, ça pose des vraies problématiques d'absorption d'eau quand il y en a trop et de perte d'eau quand il n'y en a plus assez. La haie, elle régule l'eau et ça, c'est très très important. Parler de la filtration de l'eau. Donc il faut savoir que les tigres sont des animaux qui aiment beaucoup aller dans l'eau. Alors pas cette période-là de l'année, ils viennent quand il fait plus chaud. Ils vont se balader dans la rivière. Quelquefois les gens disent bah oui on voit pas bien les animaux. Bah oui mais bon les animaux ils ont besoin d'être dans des zones un peu de bien-être, d'être protégés aussi, et puis de pouvoir se cacher comme ils ont envie de le faire. Donc en fait on réalise des enclos un petit peu comme ça partout. L'an prochain on va refaire complètement l'enclos des éléphants. Parce que l'enclos des éléphants il est tout nu. Donc ça va pas. Ce qu'on a fait il y a 20 ans, c'est pas une bonne idée. Donc on va tout refaire, on va tout casser, on va refaire une vraie rivière, comme on a fait partout ailleurs. Et vous voyez, ici on a une rivière. Je crois qu'il y a un truc qui nage là-bas. Il y a un truc qui nage. Ça fait des bulles.